Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, via le numérique et donc les moyens tout à fait modernes, nous sommes en communication avec Serge Moiti, à qui je dis avant tout bonjour Serge. Bonjour, bonjour. Alors Serge, je crois qu'on n'a plus besoin de vous présenter, mais je voudrais quand même que vous rappelez aux auditeurs que vous êtes né à Tunis, Oui, que vous êtes très attaché à la Tunisie, très. que vous êtes documentariste, journaliste, réalisateur et écrivain. Et là, aujourd'hui, vous nous arrivez avec Juifs de France, pourquoi partir, qui a paru chez Stock, Oui, que nous pouvons lire page par page, que nous avons lu page par page en décortiquant, et nous allons en parler avec vous parce que c'est très, très, très intéressant. avec plaisir, avec plaisir. Alors, Serge Moiti, après le terrible assassinat d'Ilan Halimi et la vague d'attentats, je citerai Toulouse et l'hypercacher, Oui, une idée s'impose, une question s'impose à la communauté juive de France. Faut-il monter ou pas en Israël? Faut-il ou pas faire son alia? Et en réalité, ce livre commence avec l'alia de Madame Lisha, que vous avez rencontrée, oui. et les questions fusent. Comment faire? Comment une famille monte en Israël comme ça? Il y a le problème de la langue, le problème du travail. Que faire? Et là, à vous, Serge, de nous raconter un petit peu tous ces témoignages que vous avez recueillis qui sont particulièrement touchants et parfois troublants. Oui, enfin, j'ai commencé à faire ce livre, j'ai eu l'idée de faire ce livre, lors de la grande manif républicaine qui a suivi les attentats, Charlie Hebdo et Hypercacher, évidemment. Et j'étais là avec une caméra, et je faisais un film sur les coulisses des attentats du côté du ministère de l'Intérieur. Et donc j'étais là avec ma caméra, et il y a des gens qui m'ont reconnu dans la rue. Et c'était souvent des coreligionnaires. Et je leur ai dit, je leur ai demandé comment ça allait, et tout ça, tout le monde était très troublé, vous vous souvenez, très ému. Bien sûr. Très, bien sûr. Et beaucoup m'ont dit, on part, ça y est, cette fois-ci on part. Cette fois-ci on part, et on part en Israël. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre personnes. J'ai été très troublé, ça m'a... Enfin bon, évidemment, quoi, ça m'a touché, quoi. Et à la question pourquoi, question idiote mais nécessaire, enfin, la sécurité. Sur fond évidemment après je suis allé plus loin, sur fond de sionisme et parfois de religion. Mais le premier mot qui sort, c'est insécurité. Donc après je suis allé au centre communautaire juif à Paris, un endroit formidable d'ailleurs. Et je remercie beaucoup d'ailleurs de l'accueil qui m'a été réservé au centre communautaire juif. Et j'ai vu des gens préparer leur alia, puisque c'est ça votre question. Tout à fait. Ça se prépare. Ça, on ne fait pas comme ça sur la tête ou sur un truc comme ça, vous voyez. Non, non, ça se prépare. Il faut apprendre la langue. Il faut trouver un métier, enfin évidemment. Et il y a plein de choses à savoir avant de faire son alia. Et j'ai vu des gens qui étaient dans les ulpanes, quoi, dans les ulpanes du centre communautaire juif. Et ça m'a beaucoup touché de les voir apprendre l'hébreu, discuter entre eux, comme ça, etc. Et voilà, donc ça s'est fait progressivement. Et puis là, mon éditeur m'a dit, vas-y, quoi, si tu veux faire un bouquin, vas-y. Et j'ai voulu faire ce bouquin parce que je voulais comprendre. Je voulais entendre et comprendre sans me dire, moi, je n'aimais pas de jugement. Je ne sens pas, c'est pas un jugement, vous voyez, c'est pas. Je comprends. Je voulais comprendre ce qui les poussait à partir. Tout à fait. Et voilà, et donc je suis allé en Israël 2 fois de suite. Alors, Serge Moiti, si vous permettez, j'ai beaucoup apprécié les chiffres parce que vous êtes remonté un petit peu dans le temps. Vous avez signalé qu'en 2006, il y avait eu 1781 Olim Hadashim, donc des candidats à l'Alia. En 2007, c'est passé à 2767. En 2013, 3400, dont plus de 300 issus de Toulouse. Oui. En 2014, Oui. 6949. C'était juste après Mera. Absolument. Et en 2015, explosion, 8000. 8000, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, bien sûr. Et il y a donc là-bas, vous savez, ils sont à peu près 150 000 venant de France à vivre en Israël. Oui.
Et donc c'est un chiffre énorme, et la communauté juive de France ne compte plus que 470 000 Tout à âmes. fait. Tout à fait. Alors que après la guerre des 6 jours, nous étions 730 000. Hein. Voilà, exactement. Oui, et donc oui. c'est beaucoup, beaucoup. Oui. Et donc j'ai essayé de comprendre pourquoi, et enfin comprendre, entendre. Oui. Pourquoi. Comprendre évidemment, j'essaye, mais d'entendre pourquoi. C'est-à-dire que l'insécurité, ce sentiment de se sentir minoritaire, de se sentir agressé souvent, il y a eu des sondages, vous savez, impressionnants Oui. sur le sentiment d'insécurité. Oui, oui, tout à fait. D'autant que, Serge, on peut le dire, c'est quand même inquiétant d'avancer la notion de sécurité et nous entendons, nous avons autour de nous les uns et les autres des gens qui vous diront on est plus en sécurité en Israël qu'en France, alors Oui, qu'on sait très ça. bien que Israël vit dans l'insécurité depuis, c'est la guerre de 100 ans. Ouais. Ça C'est interpelle. une guerre ouais. Mais oui, mais ils disent, là on est majoritaire, là on a tous fait dans la rue, hein, Oui. il y a les gens dans la rue disent on a tous fait notre service militaire, on sait se défendre, hein, Oui, oui, oui. bon, etc. Il y a un sentiment de solidarité Tout à qui fait. joue vachement, Oui. mais vraiment qui joue Qui est vachement. réel d'ailleurs. Quand il y a un blessé Oui, ou c'est quelqu'un réel. qui se sent mal dans la Voilà. rue, vous avez 50 personnes autour. Voilà. Et ça c'est très très important évidemment. Et ça crée ce sentiment de on n'a pas peur. Enfin, Oui, on oui. a moins peur en tout cas. Oui. Et on sait se défendre. Oui, oui. Et donc voilà, ça change le truc. Alors là, je disais, mais enfin, bon, d'accord, mais en France, on est protégé. C'est pas vrai. C'est pas comme si le gouvernement n'avait rien fait pour défendre les écoles juives et les synagogues. Alors, si vous permettez, Serge, je voudrais rappeler quand même, en tout début de livre, vous avez un rappel très élogieux et très affectueux à la mémoire de votre oncle Loulou, parce que elle est très belle, cette histoire que vous racontez. Pardon ? L'histoire que vous racontez, donc, Oui. entre vous, l'échange entre vous et votre oncle Loulou, Ah oui, c'était elle est très belle. Oui, c'était comme mon père, enfin, une Tout sorte à de fait. fils. Bien sûr. Lui, il était très sioniste, hein, Mmh. André Semama, donc correspondant du Monde et de la radio française là-bas. Et c'était un homme formidable. Et vous faites allusion à un moment qui s'est passé où j'étais en tant que réalisateur et faiseur de films après la guerre des 6 jours, et on remonte du canal de Suez à Jérusalem en voiture. Et je lui dis, mais je lui dis ce que je pense, c'est-à-dire, mais tonton, je l'appelais tonton. Hein. Mmh. Tonton, c'est trop grand, quoi. C'est pas possible à garder tout ça. Enfin, c'est injouable. Et il me dit la phrase suivante, et ce qui m'a fait rire, enfin, c'est ce que je raconte dans mon bouquin. Si tu aimes tellement les Arabes, descends. Et il me fait descendre. Il me fait descendre en plein Sinaï, comme ça, bon, Sinaï égyptien, hein, ex-égyptien. Enfin, redevenu égyptien. Et alors je me voilà tout seul par terre, enfin dehors, quoi. Et putain, j'ai eu peur. Bien sûr. Il va m'oublier, ce salaud, là. Je l'adore, hein, j'adore. Et que j'adorais, le pauvre de mort. Ben oui. Et donc, bon, enfin bref, il est revenu me chercher, évidemment, parce qu'il avait quand même du cœur, le frère de ma mère. Bon, et il revient me chercher et commence une longue litanie sur la route, Ouais. sur l'histoire des alias. Mmh. Les différentes alias qui ont façonné Israël, vous savez. Mmh. Par exemple, grâce à lui, je sais qu'en 1881, il n'y avait que 25 000 juifs seulement en Israël. Oui. Le lit de Theodor Herzl, 1896, tout ça, ça a été décisif, effectivement. Il faut une terre sans peuple pour un peuple sans terre, écrivait-il, en 1904. Bon, le maximum d'alias, il y a eu des différences d'alias, il y avait beaucoup d'alias, disons, sionistes évidemment, hein. Par exemple la deuxième alia, 1903-1914, hein, je cite ça de mémoire, hein. Oui. Sioniste et socialiste, Oui. dont David Ben Gurion faisait partie du mouvement. Mmh. Après la guerre de 14, il y a eu par exemple 80 000 juifs en Israël. Après, vous savez, il y a eu la déclaration de Balfour, vous savez, qui disait Tout à fait. on envisage favorablement l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, etc., etc. Bon, il y a eu la troisième alia, la quatrième alia, etc. Bon. Et
étrangement, c'est à partir de 1939, et c'est hélas trop tard, d'une certaine façon, Oui. il y a eu 700 000 juifs qui ont débarqué juste après la guerre, et malgré le blocus anglais. C'était ignoble cette histoire de blocus anglais. Vous vous rendez compte, avant le déclenchement de la Shoah, et après il y a eu 700 000 juifs, c'est tout. Et hélas, on aurait pu sauver plein de juifs s'il n'y avait pas eu ce blocus. Tout à fait. Avant, hein, donc, évidemment. Ensuite, il y a eu vous connaissez tout ça par cœur, je m'excuse de vous ennuyer avec tout ça. Non, mais c'est important pour les auditeurs, Serge Moiti, de le rappeler. D'accord. Il y a eu les alias des Juifs d'Afrique du Nord, hein, évidemment, puisqu'il y a pratiquement plus de Juifs dans les pays arabes, d'une manière en général. J'ai filmé l'arrivée des Falachas, j'ai filmé l'arrivée des Russes, et là j'ai filmé, pas filmé, mais écrit, la saga des Juifs français. Vous voyez, c'est donc des séries d'alias différentes, mais c'est la première fois qu'il y a des alias, je crois, sionistes et religieux, parce qu'il y a un gouvernement là-bas aussi sioniste et religieux. Tout à fait. Le sionisme n'est pas du tout un phénomène religieux. Absolument, absolument, tout à fait. Hein, il faut le rappeler, quoi. Bien sûr, bien sûr. C'est un phénomène nationaliste, disons. Oui, oui. Le peuple qui veut avoir une terre. C'est pour ça que j'ai cité la phrase de Herzl, une terre sans peuple pour un peuple sans terre. Vous comprenez, Serge Moiti, pourquoi j'ai tenu à vous donner la parole en remontant à votre oncle Loulou, parce que j'étais sûre que ça allait découler, c'était de source. Alors, Serge Moiti, vous arrivez donc avec les témoignages, et on démarre avec votre témoignage sur l'école juive. Quand vous rencontrez cette directrice, justement, qui vous dit... Ah oui, à Paris. Oui, à Paris, justement. Parce que là, on retourne à Paris avec certains témoignages. Donc, l'école juive, avec cette directrice qui vous dit, on n'est pas en sécurité, regardez, il y a des gardiens dehors, il y a des militaires dehors. Elle me dit cette chose incroyable, enfin pas incroyable, que je comprends, oui. Qui m'a étonné. Elle me dit, on devient maintenant des cibles. Oui. C'est-à-dire, oui, peut-être qu'on est protégé, mais on devient des cibles. Parce qu'on voit des flics, tout ça, et donc les enfants deviennent des cibles. Donc voilà, donc c'est un système qui se mord la queue, si j'ose dire, parce que on protège. Si on protégeait pas, s'il n'y avait pas de flics, on dirait, vous voyez, ils s'en foutent, ils mettent même pas de flics. Tout à fait. Tout à fait. On en met, c'est normal enfin c'est normal et c'est bien, c'est-à-dire le gouvernement fait son boulot, enfin, etc. Et non, alors on devient des cibles. Alors que faire? Moi je ne sais plus. Vous voyez, et là on entre dans un truc difficile à comprendre, je trouve, pour un type comme moi. Je comprends. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus. Je ne comprends plus pourquoi, par exemple, Roger Kuckerman, en 2016, au dîner du CRIF, dit « Nous sommes des citoyens de seconde zone. Nous vivons une vie retranchée. » Vous voyez, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Absolument, et c'est la raison pour laquelle je trouve que ce qui est très bien dans votre livre, c'est que la parole n'est pas bridée. En tout cas, la vôtre. Non, la mienne. Non. Bien sûr. Mais, et celle que des gens qui me font l'honneur de me parler, oui. Et l'amitié de me parler, enfin, ceux que j'interviewe, quoi, oui. me parlent très librement aussi. Mais il faut faire attention quand on a une position comme celle de dire qu'on a une vie retranchée en France. Je crois que c'est faux. Je crois que c'est faux. Je ne dis pas que ça n'existe pas, le sentiment d'insécurité. Et la réalité de l'insécurité, ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une réalité. Mais je crois qu'il faut faire très attention à ne pas en rajouter, vous voyez. Tout à fait. Le poids des mots, il ne faudrait pas, bien sûr, le poids des mots ne doit pas se transformer en mots MAUX. Oui, exactement, il ne faut pas, parce que on vit dans un pays qui est vraiment épatant, moi je trouve. Et je n'aime pas quand on officiellement comme ça. Enfin, je veux dire, attention. Je comprends. On attaque la France, quoi. Je n'aime pas parce qu'il faut rappeler quand même que la France a donné pour la première fois la citoyenneté aux juifs du pays au moment de la Révolution française. Il ne faut pas oublier que c'est le seul pays à l'avoir fait. Tout à fait. Quand même, ça n'empêche pas Pétain, ça n'empêche pas Vichy, ça n'empêche pas ces horreurs. Je sais très bien tout ça. Oui. Mais enfin, dire une citoyenne de vie retranchée, non, c'est pas ça. C'est hélas de l'insécurité qu'il faut combattre avec les moyens de la démocratie et de la République. Tout à fait. Cette insécurité, si Absolument. elle est à ce point ressentie comme telle. Évidemment que la République a réagi. La République a réagi et je trouve ça tout à fait normal et bien. C'est tout, voilà. Alors, Serge Moiti, là vous décidez de faire un voyage. Vous avez fait plusieurs voyages en Israël, mais là, vous décidez de voir Israël de l'intérieur en allant, grâce à une de vos collaboratrices, donc Laurie, rencontrer des gens sur le terrain, d'accord? Et il y a de très très beaux témoignages. Oui, des témoignages libres en tout cas. Bien sûr.
des témoignages très libres de gens de toutes sortes, hein, dont j'ai beaucoup changé les prénoms. Oui, bien sûr, bien sûr, Demandez, hein, tout ça. bien sûr. Et Alors, voilà, oui, pardon. vous commencez avec Antoine. Hein. Antoine, qui est arrivé diplômé et autres, et qui en fait, qui est avocat de formation, et qui, ne trouvant pas de travail, parce que c'est aussi la réalité israélienne. L'équivalence des diplômes. Voilà, l'équivalence n'est pas encore acquise pour tous les corps de métier. On vient de l'obtenir pour les dentistes, les pharmaciens. Le problème des avocats reste entier et n'est pas prêt d'être résolu. Le problème des infirmières est en cours, mais ça sera un long chemin. Et donc, ce premier Les témoignage, dentistes et les médecins et les comptables. Et tout à fait, donc, il faut que ça aille mieux, quoi. bien sûr. Et alors, il y a un témoignage qui est très touchant, c'est ce papa d'enfant autiste. Ah oui, c'est terrible ça. C'est terrible. Oui. Oui, lui, il veut partir, au contraire. Hein. Ben oui, Il veut partir, il veut y aller parce qu'il pense que les autistes, les enfants autistes, enfin, sont mieux traités en Israël, sont mieux traités au sens de la prise en charge de soins, déjà. de Oui, prise en charge, c'est ça, oui. en Israël qu'en France. Ça, je peux vous le confirmer, puisque j'ai eu la chance d'être la dernière journaliste à avoir interviewé le professeur Feuerstein, qui avait un Oui. centre de rééducation pour les jeunes autistes à Ah, très Jérusalem. bien, Hein. très bien. Alors, vous parlez aussi, bien sûr, des déçus, mal intégrés. D'accord? Oui. Avec leurs problèmes, bien sûr, mais vous parlez aussi de certaines aliotes qui ont été réussies. Et vous commencez en arrivant à Ben Gourion avec une petite histoire qui est très très belle parce que c'est ponctué aussi d'histoires à la Serge Moiti. Au Thune, qui aime bien plaisanter aussi, l'histoire de votre passeport avec. Vous avez Ah été oui. sauvé grâce à Daniel Sheik. Je la trouve très belle cette histoire. Même pas. Il est trop drôle. Non, mais on se marre toujours avec Daniel en rappelant cette histoire. Est-ce que vous pourriez la Parce que- rappeler? Parce que je suis sûre. Hein? Vous savez, j'allais souvent en Tunisie Oui. et je tournais en même temps. J'ai beaucoup tourné en Égypte au moment de la révolution égyptienne. Enfin, je faisais des fréquences allers-retours, etc. Et j'arrive là-bas et je dis à la dame derrière le comptoir, vous savez, Oui. légèrement surélevée de l'arrivée à Ben Gurion, no stamp, dans mon anglais basique là, no stamp, please, no stamp. Pas de visa. Pas de quoi. visa. Pas de visa, s'il vous plaît. Et elle me regarde comme ça, elle me sourit. Elle comprend, elle fait oui de la tête, et puis ch'tac, elle met Le le visa. Et là, je ne sais pas ce qui me prend, mais je voulais pas être méchant, mais enfin, ça m'est sorti. J'ai dit, you are stupid. Aïe, aïe, aïe. Et moi, je voulais dire, vous êtes stupide. quoi. Oui. Et je voulais dire, c'est stupide. C'est stupide. Et ça donne, vous êtes stupide. Et là commence un drame. Un drame, j'ai failli passer. Ah, je pense que vous avez dû passer un mauvais quart d'heure. J'ai passé un très. Ah, ben mauvais c'est temps. sûr. Et j'étais entouré de mecs qui faisaient 1m95, une petite pièce comme ça, et qui m'ont pris pour un dangereux terroriste. Et donc, il a fallu que j'avais, Dieu merci, le téléphone de Danny Sheik, Hum, portable. Il était à l'époque ambassadeur en France. hum. Et je lui ai dit, coup de bol, il était là, coup de chance. Mais alors, il prend la personne au téléphone, enfin, Oui. et après il me prend à moi. Et il me dit, eux me disent d'ailleurs, on s'en fout de que tu connaisses un ambassadeur. Je dis, ah bon d'accord, bon, je sais pas quoi faire. Et il me dit, écoute, excuse-moi platement, elle a compris qu'elle était con, je sais pas quoi, etc. Donc, excuse-moi platement. Alors, je me suis excusé platement. Et j'en ai fait des tonnes dans le genre, je suis hyper sioniste depuis que je suis petit, je suis le roi des sionistes. Herzl était mon cousin, mon oncle, bon, etc. Je me suis mis presque à chanter une Hatikva retentissante. Enfin, c'était n'importe quoi, j'étais prêt à n'importe quoi pour qu'on me lâche. Je vous jure, Serge, que vous devriez monter ça en sketch. Enfin bon, et là, la fois dernière, quand je suis retourné les 2 fois dernières, j'avais très peur que je dois retrouver la même grande vieille. Mais là, c'était un cauchemar. Alors maintenant, ils ont compris le coup, ils mettent plus de visa. Ouf, Ouf. que Dieu bénisse la douane israélienne, ils mettent plus de visa. Voilà. Alors là, Serge, nous avons plusieurs témoignages. On va commencer par Chirel, que vous avez rencontrée, Oui, bien sûr. Oui. la fille de Jeanne Manson. La fille de Jeanne Manson, oui, qui Vous s'est avez convertie. Tout s'est à fait. convertie au judaïsme. tout à Pardon. fait, tout à fait, et qui en parle en fait, qui a changé de prénom. Vous rapportez aussi le témoignage de Benjamin Lashkar. Oui, très bien, qui a écrit un très bon bouquin sur ça, d'ailleurs, sur le même sujet que moi. Oui. D'ailleurs, en disant que c'est un excellent livre. Voilà, qui est un homme charmant.
on n'est pas du même bord politique. Oui, mais on peut se respecter quand même, bien sûr. Lui est israélien et moi pas. Oui. Donc, il fait ce qu'il veut. Hein. Tout à fait. Et voilà. Mais c'était excellent sa façon de parler de ça, de ce sujet. Et donc je l'ai interviewé avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, j'ai beaucoup apprécié aussi votre interview d'Olivier Rafovitz, que vous connaissez bien. Aussi. Pareil. Ouais. Je l'ai connu quand il était porte-parole de l'armée. Porte-parole. Quand je faisais des films sur les guerres, là, c'est un type remarquable aussi. C'est un type remarquable. Vraiment, c'est des gens, moi j'ai trouvé ces gens très bien. Ah, tout à fait. J'ai beaucoup apprécié. Vous avez rencontré notre ami Roland Dajou. Ouais. Roland Dajou. Et alors, étonnant. Vous rapportez le théâtre avec des bédouins. J'ai beaucoup apprécié. Vous savez, dans un moshav, le moshav Yevoul. Dans le moshav, oui, c'est ça. C'est touchant. Ça, c'est autre chose. Ouais, c'est très bien. Il y a plein de témoignages étonnants de toutes sortes. Et vous avez même vécu, presque en direct, un attentat au couteau à Jérusalem. Oui, enfin, une jeune femme que je devais interviewer, qui a été victime, mais Dieu merci, elle n'a rien eu, d'un attentat. Et au contraire, là, elle a vécu la solidarité israélienne, c'est-à-dire la façon de repérer tout de suite le terroriste et la façon de l'arrêter tout de suite, et d'arrêter sa saloperie, quoi. Oui. Et évidemment, et donc je l'ai rencontrée, elle, le lendemain de ça, elle était encore la pauvre choute, une jeune femme, toute émue. Bien sûr. Et bien sûr, enfin, c'est normal. Et tout à fait bien, quoi, elle m'a raconté ça, en disant, je ne veux pas... c'est pas un arabe, c'est un terroriste. Elle voulait pas employer le mot arabe, vous voyez, pour pas donner de l'eau de ce racisme globalisant. Il faut faire très gaffe, pas seulement en Israël, aussi en France. Bien sûr. Le terme glisse très vite. Ah bah oui, c'est comme les gens qui disent des juifs. Tout à fait. Dans les deux sens. Pardon ? Dans les deux sens. Bien sûr. Absolument. Alors Serge Moiti, là vous rapportez un témoignage quand vous allez à Élie, au sud de Naplouse, en pleine Cisjordanie. Oui. Vous rapportez le témoignage de 2 personnes qui se disent faire partie du bouclier d'Israël, cette bande de 19 kilomètres. Ils se vivent comme ça. Oui, mais ils le vivent vraiment comme ça. Hein. Ah, mais oui, nous sommes les nouveaux kibbutzniks d'un côté, oui. Nous sommes le bouclier, nous sommes la forteresse avancée d'Israël. Oui, et je dois rappeler que parmi eux, il y a également des convertis. Vous citez un pasteur. Oui, bien sûr. Tout à fait. Absolument, oui. Parce que c'est le côté la Terre Sainte, etc. Oui. Voilà. Le retour à Sion, en fait. Le retour à Sion, hein? Oui. Enfin, le retour à la patrie de Jésus aussi. Enfin, et puis vous passez à Modine, avec Rachel. Un immense endroit, Modine. Voilà, et bon, c'est des gens qui vivent leur sionisme religieux, nationaliste, d'une façon forte, quoi. Oui. Façon forte, et que, bon, moi, je dis attention, parce que, non, pas au sionisme, je dis pas attention au sionisme. Je dis attention à la conjonction entre sionisme et religion, parce que c'est... il faut faire attention, mais ça c'est moi. Oui, c'est votre point de vue. Oui, vous avez raison, je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, vous le dites avec beaucoup de respect. Parce que au niveau de moi, je n'ai aucun magistère quelconque. Vous voyez là-dessus. Oui, je comprends. Vivent leur vie comme ils l'entendent. Hein. Moi, pour ma part, je ne vais pas aller vivre là-bas. Je porte pas de kippa, je ne fréquente pas la communauté. Mes copains sont très souvent juifs, mais ça n'a pas de rapport. Oui, non, je suis suis hyper juif moi-même, je suis hyper juif moi-même. Enfin, hyper juif, ça veut rien dire, enfin, je suis juif, point barre. Tout à fait. Mais je ne suis pas... Ils me disent, tu ne peux pas nous comprendre parce que tu ne vis pas la vie qu'on mène, souvent. La vie, tu n'habites pas, genre, une cité dans la périphérie, tu ne portes pas la kippa. Non, souvent, je passais mon temps à m'excuser. Je dis, non, c'est vrai, mais je peux quand même comprendre, j'ai un cœur. Oui, bien sûr. Évidemment, enfin, c'est pas... Tout à fait. Et alors, à côté de ça, vous avez un chapitre... alors, bien sûr, vous parlez aussi de la jeunesse branchée de Tel Aviv, hein, parce que vous interviewez des jeunes. Et vous avez un chapitre sur Natania. Je crois que vous avez été très heureux à Natania, Serge. Oui, je
me suis marré. Ah, Parce je que pense. C'était complètement émouvant. Ah, ben bien J'ai sûr. rencontré des gens qui se souvenaient de mon père, vous vous rendez compte? Tout à fait. Et qui ont chanté Tunis qui Qui ont potine. chanté Tunis qui potine, une comédie musicale qu'avait écrit mon père il y a Khasra, comme on dit. Ya Il Hasra. y a très très longtemps, et ça m'a beaucoup touché. J'étais bien sur le kikar à Netanya, là. Ah, je Avec vous un ai type senti formidable. heureux à Natania. Ouais, un type qui s'appelle Shalom Gozlan, vous savez. Samy Gozlan, non? Un type formidable, Ouais. Et puis entouré de plein de gens, comme ça, une famille qui s'engueulait entre eux, c'était formidable, comme à Tunis, disons. Tout Et à c'était fait. vraiment formidable, quoi. Ça sentait la zamrout et le poisson. Et la Et donc, mermoum et le c'était- jasmin, Yasmine. Oui, tout ça, ça sentait Hein? tout ça. Et donc j'ai l'impression qu'il y a là une reconstitution, je veux dire, de la goulette reconstituée, Tout à fait. où évidemment, moi, je me sentais bien. Et alors, vous avez aussi fait un retour au kibbutz Regavim où vous De mon aviez enfance. passé des étés. Oui, c'est ça. Ouais, où j'ai été heureux quand j'étais petit, et alors que je venais de perdre mes parents, donc c'était pas spécialement marrant. Ben, bien sûr. Et donc, c'était comme une famille, quoi, le kibbutz Regavim. Donc, les retrouver là, ils étaient plus âgés que moi à l'époque, ils étaient toujours plus âgés que moi maintenant. Et tout Oui. simplement, donc on s'est retrouvés avec bonheur, quoi, vraiment, enfin, etc. Et j'ai été très surpris de les entendre parler du kibbutz. C'est-à-dire que le kibbutz n'est plus le kibbutz, c'est fini. Bien sûr. Ce gouvernement ne prête plus attention au kibbutz, il n'y en a plus, il n'y a plus cet idéal des autres sionistes non religieux, si vous voulez. Il n'y a plus cet idéal de cette espèce de patrie qu'ils ont contribué ô combien à bâtir, Israël que nous connaissons et nous aimons. Donc ils se sentaient rejetés, si vous voulez, de la collectivité nationale. Absolument. Et ça c'est triste, quoi. Ça m'a rendu très triste. Je comprends. Ils sont toujours aussi sionistes, évidemment, mais ils ne se reconnaissent plus dans le gouvernement actuel, évidemment, Oui. et dans la société hyper libérale qui a été construite. Oui, parce que le mouvement Khaloutzik n'existe plus, en fait. Mais non, c'est ça. Et donc ça m'a fait de la peine. J'avais fait avant un film sur l'histoire du premier kibbutz Israël des Gagnants. Oui. J'avais fait 4 générations de ce kibbutz. C'était un film de 90 minutes pour Arte, Mhm. j'avais fait dans le temps. Et c'était le même son de cloche, si j'ose dire. Oui. C'était Oui. entre la grand-mère qui arrivait à pied de Russie. À pied Impressionnant. de Russie. Oui. Ah, elle était formidable, cette femme. Bon. Et les petits-enfants qui zonaient à Tel Aviv en fumant du hache et tout ça, et en s'en foutant, et dans la société hyper libérale, et tout ça, etc. C'était très curieux de filmer ça. C'était un film. C'était très curieux de filmer ça avec attention et là aussi, tendresse. Bien sûr. Et d'ailleurs, Serge Moiti, je tiens à rappeler que vous terminez pratiquement votre livre en citant Shimon Peres, qui dit Bien « Ceux sûr. qui ne croient pas au miracle en Israël ne sont pas réalistes ». Alors souhaitons J'adore comme cette réalité phrase. la paix. J'adore cette phrase. Hein, elle est J'adore belle. cette phrase. Elle est Ah, belle. mais Shimon, c'était un ami. Shimon, c'était enfin un ami, j'ose pas dire, mais c'était un homme que j'aimais tellement. J'ai fait un long film sur lui aussi, 90 minutes aussi. Alors, si vous Je suis, permettez, Serge Moiti, je vais rappeler, je conseille à tout un chacun de lire Juifs de France, pourquoi partir de chez Stock. Oui. Je vous dis Merci. merci. Merci Serge C'est moi Moiti qui de vous dis nous merci. avoir accordé cette interview. Mais c'est moi qui vous remercie beaucoup. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle. Merci.